le troisième objectif est plus ambitieux, c'est vraiment de fixer l'horizon d'une réforme de la Constitution. En fait, c'est ça à la fin, on change nos institutions. Et à quoi ça ressemble lorsque dans nos institutions, on accueille toutes celles et ceux qui ont été exclus depuis, j'allais dire des siècles, mais c'est presque des millénaires, à savoir les éléments de la nature. Merci Camille de cette liaison là qui pince la matinée là sur le timing, mais qui est parfaite. On vient de visionner le petit film là qui est sur le site Polo, qui te montre en compagnie d'un certain nombre de personnes arpentant le Loire. Je ne vais pas dire la Loire, Loire, le fleuve Loire. Et nous avons déjà un petit peu évoqué ces histoires de parlement. Mais du coup, nous te laissons la parole maintenant pour que tu nous racontes en détail les enjeux, enfin pas en détail, mais au moins que tu nous donnes les grandes lignes et les enjeux de ce que vous avez senti, vu, aperçu. Voilà. Je te laisse la parole. Merci. Merci pour votre invitation. Bonjour à toutes, à tous. Je regrette de ne pas pouvoir être avec vous en présence, même si je ne suis pas très loin, parce que je vous parle depuis la friche de Marseille, mais pour certaines raisons, je ne pouvais pas être là, je dois repartir un peu après. Parlement de Loire, les auditions du Parlement de Loire 2019-2021, qui a abouti à un livre qui s'appelle Le fleuve qui voulait écrire. Je vais vous en montrer quelques pages, simplement me présenter un peu rapidement sur ma pratique. Depuis le début des années 2000, enfin, moi j'ai commencé avec le documentaire, j'ai fait des études de sciences politiques, de droit, de littérature, j'enseigne la littérature. Depuis le début des années 2000, je travaille à des narrations, ce que j'appelle des narrations instituantes parfois. J'ai aussi cette notion d'institution potentielle qui part d'une certaine forme d'impatience à voir nos ordres légaux, juridiques et politiques se transformer. Notamment, ça a été la création de la Société européenne des auteurs pour réfléchir à une institution qui porterait l'idée de la traduction comme langue. Qu'est-ce que ce serait la langue comme traduction? Ça m'a occupé bien 10 ans. Et puis en parallèle de ça, il y avait cette question terrestre. Et comme j'ai cette formation de juriste, je suivais d'assez près ces différents tournants du droit, ce que j'ai pu appeler le soulèvement légal de la Terre, avec des droits qui sont conférés aux écosystèmes, aux milieux, à des entités végétales, animales, depuis le début du XXe siècle. Et donc, c'est comme ça qu'en 2018, Pascal Ferren du pôle art et urbanisme en Centre Val-de-Loire, qui est une agence d'urbanisme, disons, oui, d'urbanisme qui fait le lien entre des artistes et des territoires, m'a appelé pour réfléchir à ce Parlement de Loire. Ils n'avaient pas trop d'idées de comment l'organiser. J'ai utilisé donc ma pratique de ces narrations instituantes. Donc, je leur ai proposé de suivre un chemin, de faire comme si nous travaillions à des auditions parlementaires pour une loi à venir. Donc, c'est vraiment la forme qu'a pris le projet. Et donc, ça a duré 2 ans. Je vais vous montrer quelques pages du livre brièvement. Mais donc, en somme, ce qui est à l'arrière de cela, c'est voilà, euh, l'ensemble de nos ordres sociaux, juridiques, politiques reposent sur un certain nombre de formes narratives qui sont collectivement acceptées. Euh, et l'une des grandes partitions du droit, comme vous savez bien sûr, c'est la partition entre les sujets et les objets. Donc, avec quelques exceptions, mais disons depuis le droit romain, on observe tout de même une summa divisio avec une partition comme ça, sujet-objet. Et bon, au fil de l'histoire, beaucoup d'entités humaines ont été considérées comme des objets. Voilà, enfin,
c'est toute la situation de l'esclavage, etc. Donc, des femmes, des juifs à une certaine époque, des colonisés, des indigènes ou autres, au fil de l'histoire. Et en fait, progressivement, on a vu que cette frontière pouvait être franchie, que des entités considérées comme des objets pouvaient devenir des sujets. Donc, dans la continuité de ça, on voit que dans le droit actuellement, depuis le début du XXe siècle, il y a un certain nombre d'entités naturelles qui étaient considérées comme des objets et qui accèdent au statut de sujet, et notamment de sujet de droit. Donc, la question, c'était de savoir est-ce qu'on peut, dans un processus citoyen, préparer, oui, les uns les autres à cette transformation, à ce passage de la frontière. Est-ce que pour la Loire, il est possible d'envisager une nouvelle ontologie juridique où la Loire, le bassin versant de la Loire serait sujet de droit? Alors, je vous montre quelques images parce que Frédéric voulait que je vous montre des images. Donc, là, je vais partager les pages du livre. Donc, ça se présente comme des auditions citoyennes, en fait, en marge de... Vous voyez? Voilà, donc vous m'entendez aussi à peu près? Parfait, parfait. Donc, bon, ça, c'est le sommaire, mais je voulais vous commencer par une photographie. Bon, voilà, ce sont des auditions, disons, instituantes avec une scénographie assez minimale, mais là, à gauche de l'image, vous voyez ce qu'on a appelé la commission, hein, comme dans les commissions des lois. Donc, c'était des commissions citoyennes, citoyens avec différents membres de la commission qui sont engagés sur différents terrains. Il y avait des architectes, des urbanistes, la directrice de l'école du paysage de Blois, l'archéologue Virginie Cernat, Bruno Marmiroli qui s'occupe du classement UNESCO de la région Centre-Val de Loire, enfin de la portion de Loire qui est dans cette région. À ma droite, il y a Pascal Ferrand. Moi, j'ai toujours cette casquette Frédéric Henriet, disant que j'avais toujours une casquette vissée sur la tête. Il se demandait si... voilà, donc c'est moi là, derrière le micro. Et puis là, tout au fond, contre le mur, il y a, comme dans les auditions publiques, il y a un script, il y a un chiffrage. Donc, il y a quelqu'un qui dactylographie le contenu des auditions. Et à la tribune, c'était une pensée pour Bruno Latour, donc, et à ses côtés, Frédéric Aïtouati, qui est chercheur et qui dirige le Master SPIP des arts politiques à Sciences Po et qui est metteur en scène. Et qui avait déjà travaillé à ces dimensions, ce qu'on appelle parfois des narrations à l'échelle 1, même si c'est parfois une échelle 1 quart, une échelle 1 demi, mais c'est-à-dire l'idée que la narration empiète et cherche à construire un réel avenir, quoi, puisque le réel est tapissé d'un certain nombre de fictions, en tout cas le réel humain est tapissé d'un certain nombre de fictions auxquelles nous acceptons de croire. Parfois, nous cherchons à décroire, mais en tout cas, ce sont des fictions qui parfois nous sont imposées. Et donc, voilà, donc on mène un chemin d'audition, ce que j'appelle des chemins d'audition. Il y a une dramaturgie de chacune des auditions. Je crois qu'avec vous, il y a Mathieu Duperex, que je salue bien, et qui a été auditionné. Donc, il pourra aussi vous raconter concrètement comment ça se passe. Mais il y a toute une préparation où les auditionnés savent les questions qui vont plus ou moins leur être adressées. Et en somme, ça chemine ainsi. Les uns sont préparés, les autres. Et puis, il y a une partie du public, là, à droite, en bas, on voit le début de riverains de la Loire. Et les auditions étaient également filmées. Elles étaient ensuite consultables. Elles le sont toujours, je crois, d'ailleurs, consultables Voilà. Donc, ça, c'est un peu un des dispositifs. Je peux vous en montrer d'autres, mais alors, je vais passer par le sommaire. Le sommaire raconte, en fait, le livre, c'est le récit, un peu, c'est la maïeutique, c'est comme une pièce de théâtre. Donc, on est là, on travaille à une loi à venir. Hein, moi, disons, les formes de cet art du récit, c'est un art de la loi à venir, c'est-à-dire de changer les lois. Comment est-ce qu'on accompagne des collectifs dans des transformations, des métamorphoses? Et pour faire converger, disons, un collectif, il y a cette question de la loi. Moi, je viens aussi d'une tradition activiste, mais en fait, l'activisme que je défends toujours avec vigueur, mais souvent, en fait, il est en opposition à la loi.
mais il se place parfois peu dans l'idée d'une loi à venir. Enfin, c'est ce que j'avais suivi au moment de Porto Alegre et des grandes manifestations altermondialistes. C'était la claire idée qu'il faut que ça converge vers des lois à venir, qu'on puisse changer les termes de la vie commune. Sinon, si on est dans l'opposition, ça ne change pas. Et si on reste dans l'idée de la conquête du pouvoir, non plus, parce que le pouvoir a ses biais. Donc en fait, la seule chose vers laquelle on puisse éventuellement converger, ce sont des lois à venir. Donc voilà cette journée instituante. Jour 1, c'est comme des journées instituantes. Un soulèvement légal terrestre, où on va auditionner 2 à 3 personnes. Jour 2, à l'écoute de tous les vivants. Jour 3, conflit et négociations entre les espèces. Jour 4, vers des institutions animistes. Ça reprend le concept d'une juriste, Marie-Angèle Hermite, qui décrit ce qui nous arrive, c'est-à-dire ce que je nomme ce soulèvement légal de la Terre, la subjectivisation, la personnalisation légale d'entités non humaines. Marie-Angèle Hermite parle d'animisme juridique, c'est-à-dire qu'en fait, on va animer juridiquement des entités qui sont pour l'heure dénuées de capacité juridique. Hein. Une rivière ne peut pas, en son nom, aller dans un tribunal. Or, si elle accède à la personnalité juridique, c'est ce qu'elle pourrait faire, entre autres choses. La Loire, le bassin versant de la Loire, ou des diverses rivières qui aujourd'hui sont engagées sur ces chemins-là pourraient attaquer des entités, États, un privé, d'une entreprise en justice. Donc ça, c'est vraiment tout l'enjeu de cette transformation de l'ontologie juridique. Alors je continue brièvement parce qu'on est hélas limité, parce qu'on a été obligé de passer par Zoom, et c'est moi le Zoom que j'utilise. Et donc, en fait, là, on a commencé à 11 heures. Donc, le Zoom va s'arrêter brutalement à 11h40. Je pourrais lancer un lien, ce sera à vous de me dire. Mais je vous montre simplement quelques images. Voilà encore. La situation de l'audition. Ça, c'est des activités connexes aux auditions, c'est-à-dire des temps d'écoute où on part écouter le milieu. Ça, ce sont des photos issues de l'archéologie pour l'audition de l'archéologue qui nous expliquait comment penser une archéologie moins intrusive. Virginie Cernat, l'archéologue qui travaille au ministère de la Culture, et Bruno Marmiroli, dont je vous ai parlé. Après, dans le livre, ça donne des choses comme ça. Il y a des questions qui étaient posées. C'est évidemment, là, vous voyez rémunérer le fleuve pour son travail avec un point d'interrogation. Vous voyez en fond des centrales nucléaires. Évidemment, en fait, on parle d'une nature qui est travailleuse aujourd'hui, qui est même exploitée. On parle de forces, moi maintenant je parle même de forces productives non humaines, qui sont en fait utilisées dans leur puissance thermodynamique, notamment pour accompagner et accomplir un certain nombre de tâches de servitude pour nos ordres économiques humains. Et donc, si demain le fleuve est un sujet de droit, une des questions qui n'a pas voulu être traitée par les gens qu'on a auditionnés, mais qui sera l'objet, moi, d'un travail, notamment, voilà, on discutait aussi beaucoup avec Mathieu, qui est avec vous, de pousser plus loin cette réflexion sur le travail des entités non humaines. Mais là, en tout cas, c'est penser, voilà, là, vous avez un état du fleuve, d'étiage absolu, de sécheresse, qui un peu désormais nous guette également. Dans le livre, il y a ces grandes phrases qui sont... En fait, il y a 3 niveaux de lecture dans le livre. À la différence du cas néo-zélandais, on lit la Wanganui, c'est la rivière néo-zélandaise. Du cas néo-zélandais, la Wanganui, au lieu de croyances maoris, je me demande si on ne devrait pas, pour la personnalité juridique, être plus laïque. Parce qu'une des grandes questions, c'est quel système de croyances dans nos sociétés européennes, modernes, issues de l'héritage moderne, quel système de croyances peut animer réellement, incarner, enfin, disons, oui, mettre en action cette puissance d'agir de la rivière, en fait. Si on reste simplement dans une perspective profane, laïque, du genre c'est de la physique, ça n'est pas une déesse, la loi, est-ce que l'on aura cette intensité d'incarnation attendue dans un nouvel ordre légal où les entités de la nature seraient des sujets? Donc ça a été une des grandes questions qui a couru. Voilà, encore une autre journée d'audition. Voilà, à ce stade, je pense peut-être m'arrêter parce que vous voulez peut-être poser des questions. À la fin du livre, il y a beaucoup de... Je m'arrête.
Merci Camille. Et effectivement, on ne va pas attendre la brutalité de la fin de la réunion Zoom. Ce serait cruel. Non, on avait déjà parlé effectivement de certains mots là, sur humain, non humain, les fictions. Ce qui est intéressant là, dans ce que tu évoques, c'est que ces fictions, elles se basent sur quelque chose, sur le politique finalement, qui est aussi une fiction, et que vous avez re-questionné là, très clairement dans les parlements, en empruntant des formes qui sont liées à ça, à savoir des assemblées, des définitions de qui est mandant, qui est celui qui a intérêt à porter plainte, est-ce qu'il a le droit, est-ce que sa plainte est recevable. Et je trouve que ce qui est super important pour nous aujourd'hui, école d'art, et il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, peut-être que les plus anciens ont plus facilement convaincus, mais en tout cas pour les étudiants, c'est super le message de la fiction, de l'institution potentielle et de l'idée de retraduire tout ça en termes politiques. On a évidemment quasiment commencé la matinée en évoquant le terme de politique. Et on terminera aussi sans doute la matinée en parlant de politique liée à la situation compliquée des écoles d'art, de design et d'architecture. Donc tout ça est très raccord. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Tu vas me rendre la tâche assez difficile. Demain, je les emmène, une partie du groupe. Ludovic Duhem nous a rejoint, Ludovic que tu connais bien. Je les emmène le long du fleuve Uvonne, dont le bassin versant est tout petit par rapport au bassin de la Loire, de Loire, pardon. On est dans les temps, donc on peut peut-être prendre une ou deux questions. Peut-être Ludovic veut réagir, je ne sais pas. Et n'oublie pas aussi que tu as un rendez-vous, Camille, et que nous avons rendez-vous ce soir aussi pour continuer donc nos échanges avec plaisir. Merci Frédéric de me prendre au dépourvu. Bonjour Camille. Je suis là même si tu ne me vois pas. En l'occurrence, moi j'aurais aimé savoir, bon, peut-être à travers le travail que tu es en train de mener avec Mathieu autour de la question du travail et de la force productive des entités non naturelles, ça suscite beaucoup d'intérêt pour moi, surtout que je considère notamment que le travail n'est pas du tout la définition de la condition humaine, que c'est plutôt un enjeu de sens et d'activité du sens ou d'activation du sens, et non pas nécessairement le travail tel qu'on l'entend justement comme une manière de transformer la nature pour une productivité qui s'échange, qui circule, etc. Bon, fermeture de la parenthèse. Je m'interrogeais pour savoir où ça en était tout simplement, à savoir après ces auditions du Parlement Loire, est-ce qu'il y a des indices que l'idée d'une loi est en train d'être à l'œuvre? Est-ce que ça se poursuit? Est-ce que c'est aller au-delà de la parution du livre, qui est très important à mon avis? Où en est-on à cet égard? Est-ce qu'il y a déjà des mouvements qui s'opèrent au niveau des institutions déjà instituées? Merci pour ta question. Alors brièvement, donc moi, mon approche, c'est que je n'adresse jamais, disons, ces processus instituants aux élus. Je pars du principe, parce qu'il y a eu trop de désenchantement à des yeux, je pars du principe qu'en fait, il leur manque l'imagination politique pour implémenter ces changements. Donc, en fait, les outils que je mobilise sont toujours disons, enfin, pour moi, adressés à celles et ceux qui sont citoyennes, citoyens et en ont besoin dans les territoires. Donc, c'était toujours une approche vers, si on reprend des catégories que je n'aime pas, mais c'est vers le bas plutôt que vers le haut. Donc, très souvent, il s'est posé la question, est-ce qu'on continue avec des pétitions, avec un lobbying politique et autres? Et je l'ai beaucoup fait avec la Société européenne des auteurs, notamment avec les institutions européennes, et j'estime que c'est vraiment une perte d'énergie considérable. Donc en fait, les incidences, les implications, on les voit aujourd'hui en Espagne. Il y a le premier milieu, le premier écosystème qui a accédé, disons, il y a eu un vote massif au Parlement espagnol pour donner le statut de personne juridique à des zones humides, enfin une zone humide qui s'appelle Mar Menor, et où on observe régulièrement le phénomène du poisson mort avec des phénomènes d'eutrophisation atroces.
Donc ça vient en fait, ça vient en Europe et ça va prendre du temps, mais moi ça je laisse, disons, l'appareillage politique suivre son cours et je continue dès que on me demande à parler à des élus, mais j'en fais pas du tout le cœur du cheval de bataille. Dans le territoire, il y a eu des incidences de Parlement de Loire, mais donc là c'est vraiment mené par le polar et urbanisme. Et il y a eu un changement d'équipe au polar et urbanisme, donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Mais ils se servent des outils Parlement de Loire, notamment pour faire des expériences de décentrement, se poser la question précisément de savoir qui serait en mesure de faire voilà, disons, cette transontologie, quoi, d'être capable vraiment d'incarner la voix de la rivière. Et donc, c'est un certain nombre de jeux de rôle qui sont plus ou moins réussis. Voilà, et donc je partage plus ou moins les approches et la philosophie, ça dépend. Et puis, moi, en fait, là, ça se poursuit. Enfin, c'est-à-dire que je viens d'avoir la décision d'un centre de recherche, enfin, l'Institut d'études à Nantes, donc à l'aval du fleuve. Et donc, c'est la métropole Nantes et l'Institut d'études avancées qui vont porter un projet, donc une nouvelle narration instituante, qui s'appelle l'Internationale des rivières et autres éléments de la nature. Et voilà, où on va essayer de poursuivre sur ce sujet du droit, de ce droit à venir, de cette personnalisation, de ces droits de la nature, mais également de leur incidence sur la distribution de la valeur et donc notamment de qui travaille. Voilà. Comment ça travaille, qui travaille, est-ce qu'on peut penser demain des meilleures conditions de travail pour des forces productives qui sont donc non humaines? Est-ce que c'est valable de penser en ces termes? Voilà. Donc c'est le prochain gros chantier. Et ça va se lancer en novembre et ça durera 3 ans. Et aboutira à un autre livre issu de cette nouvelle narration instituante. Camille, nous avons une question de Inge Lindergaillard, qui est notre directrice. Je ne sais pas si tu auras le temps de répondre, mais au moins on entend sa question. Et de toute façon, on se voit ce soir également avec Inge et toi. Donc peut-être la réponse sera en différé. En 2 minutes, Inge. Oui, la question est courte et c'est peut-être une question candide parce que je ne suis pas juriste, je suis historien d'art de formation, mais, et je n'ai pas pu lire le livre encore sur le Parlement. Mais c'est la question du sujet. Un sujet, a priori, peut s'exprimer, peut parler pour lui-même, peut être entendu. Comment est-ce que le Loir prend parole ou parle dans ces cas? Comment est-ce que, en tant que sujet, il est écouté ou est-ce qu'on parle à sa place? Et comment, du coup, on légitimise la parole si on le prend pour le fleuve? Voilà, c'est une question de comment est-ce qu'on arrive à pouvoir justement interagir avec ce sujet à ce niveau-là. Bon, alors en fait, prenons un cas très pratique, hein. Ça m'arrive parfois de repartir du cas du tribunal. Donc le tribunal, quand vous êtes plaignant humain, en fait, vous avez des avocats, en fait. Euh, C'est-à-dire des gens qui connaissent le régime en particulier du droit pour défendre, en fait, en droit, parce qu'évidemment, le régime de vérité en droit n'est pas le même régime de vérité que le régime de vérité qu'on peut avoir psychologiquement, par exemple, le sentiment d'être une victime. En fait, après, il faut le prouver en droit. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, ça demande un appareillage technique. Et donc, c'est ce qui oblige à une forme de traduction juridique d'un certain nombre, quand on a des plaintes ou une action en justice, il faut que ce soit traduit par des spécialistes du droit et des juristes. Donc, en fait, disons, dans nos construits socio-humains, en fait, il y a la représentation, la traduction de nos pensées, en fait, ça commence avec le langage, en fait. Il y a de toute façon des opérations de traduction et de toute façon des opérations de représentation. Et après, on peut en être satisfait ou insatisfait, ce qui est une autre question. Mais quoi qu'il en soit, en fait, que ce soit dans la représentation politique ou juridique ou autre, en fait, dès lors qu'il y a interaction sociale, il y a des formes de représentation qui sont en jeu. Et donc, en fait, ça ne change pas tellement. La seule tension qui va être, c'est si on définit, disons, par exemple, la charte des possibilités d'une grande entreprise,
On y arrive. Ça ne correspond pas toujours avec l'action de cette entreprise dans le monde, mais enfin, il y a un certain nombre de critères juridiques, de gouvernance, de autres. Donc, on va définir les choses, en fait. Et c'est cet appareillage technique, la grande question, qui est un peu une question d'éthique, c'est est-ce que cet appareillage technique du droit va violer l'entité naturelle ou au contraire lui donner plus de capacité? Et ça, c'est un peu une affaire indécidable, parce que c'est vraiment une affaire en action dans la gouvernance. Est-ce que oui ou non, on va trouver le juste habit, le bon design pour cette traduction ou cette représentation? En sachant qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, un peu froisse nos sensibilités plus ou moins voilà, aiguisées en matière d'éthique environnementale, c'est que le droit, c'est un cadre, c'est un habit un peu restrictif par rapport aux possibilités d'être qu'il y a dans le monde non humain, quoi. Donc, il faut accepter d'être un tout petit peu froissé pour faire le pari qu'on va trouver le bon habit pour les différentes entités naturelles qui seraient à représenter pour que le jeu social à venir soit un jeu social qui favorise le temps long, les générations futures, les entités de la nature, plutôt que sans cesse qu'il donne le raison à des intérêts court-termistes et humains. Et voilà. Merci Camille. Je n'étais pas sûr que la réponse soit aussi pertinente en si peu de temps, mais c'est vraiment parfait. Nous donnerons de toute façon tes coordonnées, les coordonnées du site Polo, là, sur lequel figurent toutes les vidéos de toutes les auditions. En l'occurrence, je vous conseille, pour ce qui t'intéresse, il est parti. La première séquence est très importante et très intéressante. C'est un échange. Bon, vous avez vu que ce qui est intéressant dans des pratiques comme ça avec des écrivains, c'est plus dans l'échange. Et vous avez dans la première audition du Parlement de Loire un échange entre Camille de Toledo et Bruno Latour, donc qui prend aujourd'hui un sens évidemment tout particulier. Donc on vous donnera les références de ça dans un mail qu'on vous enverra. Et puis vous pourrez poursuivre également avec un entretien qui est dans le livre Crash Metropolis, dont parlera Ludovic tout à l'heure, où il y a un échange entre Ludovic et Camille aussi qui est fort intéressant, fort sensible et avec beaucoup de choses. On est pile dans les temps. Nous allons laisser... Alors, hop, petite manipulation. Nous allons passer...